Mesdames et messieurs, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Ce 20 juin 2016, le débat d'ITV prend les couleurs de la journée mondiale des réfugiés. En 2015, les chiffres qui ont été dévoilés en matière de réfugiés déplacés battent les records. On parle de 65,3 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer à cause de la guerre ou encore de la persécution, et on compte plus de 40 millions qui se sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Des personnes qui, pour emprunter les mots d'un ancien haut-commissaire pour les réfugiés, ont tout laissé derrière eux, tout ce qui leur était cher et précieux, pour se retrouver projetés dans un avenir incertain en un milieu étranger. Au Tchad, ils sont environ 500 000 personnes venant du Nigeria, de la Centrafrique, du Soudan du Sud. Et à leur côté, plusieurs structures luttent et travaillent pour leur offrir des conditions de vie paisibles et acceptables. Mais il faut l'avouer, les défis sont nombreux et souvent, les moyens ne suivent pas. Nous abordons justement ces défis ce soir et les conditions de vie des réfugiés et retournés vivant au Tchad. C'est un plateau qui vous est offert par le Haut Commissariat pour les réfugiés au Tchad. Et notre panel est constitué de 4 spécialistes avec qui nous parlerons donc de ces questions ce soir. Monsieur Francesco Bert, qui est chargé des relations au HCR Tchad. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau M. Jérémy Altebaï. Il est secrétaire permanent par intérim du SNAR, comprenez la Commission nationale pour l'accueil et la réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Également sur ce plateau, le secrétaire général du comité central des réfugiés, M. Franck Ahmed Dafan. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je dirais bonne fête. Merci beaucoup. Puisque c'est votre journée. Merci. Merci d'être sur le plateau avec nous. Et puis pour finir, un 4e panéliste, donc, M. Kemta Kemgirbay, directeur du CECADEF. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je commencerai par le chargé des relations extérieures donc, au HCR. J'évoquais tout à l'heure le chiffre au plan national d'environ 500 personnes qui vivent sur le territoire tchadien avec le statut de réfugié ou de retourné. Est-ce que ce chiffre est juste? Alors, merci tout d'abord pour cette opportunité. Je pense que oui, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est tout à fait correct. Si on parle des personnes déracinées du propre pays, on calcule au jour d'aujourd'hui, à la fin du mois de mai, environ 380 000 réfugiés au Tchad. Mais dans les personnes déracinées, il y a aussi des populations qui n'ont pas forcément franchi une frontière internationale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont déplacées internes à l'intérieur du propre pays. Au Tchad, dans ce cas, dans la région du lac, il y a environ 110 000 personnes qui se trouvent dans cette situation. Et finalement, il y a aussi à considérer des personnes qui sont retournées. Notamment de la Centrafrique, et qui sont aujourd'hui au Tchad et sont dans une situation de détresse. Donc si on calcule toutes ces personnes, on arrive même à dépasser les 500 000 personnes. 500 000 personnes. Voilà. Est-ce que c'est juste de dire que le Tchad est actuellement l'un des pays africains qui accueille le plus de réfugiés? Effectivement, c'est bien le cas. Si on prend les pays africains dans leur totalité, on voit aujourd'hui le Tchad occuper, tristement, si vous voulez, la 5e position à l'échelle continentale en termes de réfugiés. Mais si, encore une fois, on ajoute ces populations dont je parlais tout à l'heure, on arrive bien à dépasser des autres pays. Et donc, le Tchad peut être le 3e pays en termes d'accueil de ces populations. Monsieur Altebaï, vous représentez sur ce plateau, on va le dire, la partie régalienne, républicaine de ce travail qui se fait avec les réfugiés, puisque cette commission nationale pour l'accueil, la réinsertion des réfugiés et des rapatriés a été créée juste au moment où il y a eu un afflux de réfugiés qui sont arrivés sur le sol tchadien. Vous pouvez nous rappeler un peu dans quelles conditions la commission a été créée, pourquoi elle a été créée réellement? Quel était son cahier de charge? Merci. La Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés a été créée d'abord en 1996 par un décret, le décret numéro 718 de 1996, qui a créé en son temps la CONAR. La CONAR, mais avec le temps, on a trouvé que l'appellation de CONAR n'était pas bien. Donc, il y a eu des observations qui ont été faites et on était obligé de prendre un autre décret, le décret 839,
de 2011 qui a créé maintenant la Sénat. Donc, l'institution est passée de CONAR à la Sénat, qui est une institution gouvernementale chargée de toutes les questions relatives aux réfugiés. La Sénat est chargée de traduire dans les faits les instruments internationaux et les lois nationales sur les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, pour me résumer, la Sénat a été créée depuis 1996. C'était pour accueillir les différents réfugiés qui venaient des pays voisins. Et depuis 2003, c'est depuis 2003 que la situation s'est aggravée avec l'afflux massif des Soudanais suite au conflit du Darfour. Donc, le Tchad a commencé à accueillir l'afflux de réfugiés depuis 2003, mais en 1996, il y a eu déjà quelques réfugiés individuels qui venaient de différents pays, mais pas avec une importance telle qu'en 2003. Donc, c'est à partir de 2003 qu'il y a eu afflux massif des réfugiés, c'est-à-dire du côté de Darfour, c'est-à-dire les réfugiés soudanais. Ensuite, nous avons eu des réfugiés centrafricains. Voilà. En 2003 également, il y a eu des réfugiés centrafricains suite au conflit qui a opposé le président Patassé à Bozizé et a fait que des centaines de réfugiés centrafricains sont déversés dans le sud. Alors, on dit du Tchad qu'il est un pays très généreux en matière d'accueil des réfugiés. Oui, on peut l'affirmer parce que, comme l'a dit mon collègue du HCR, le Tchad est reconnu pour son hospitalité. Pour son hospitalité par son accueil des réfugiés. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à accueillir ces réfugiés. D'accord. Et justement, nous avons, je dirais, le plaisir d'avoir sur ce plateau avec nous le secrétaire du comité central donc, des réfugiés. Mais avant de rentrer et de parler de la structure que vous représentez et tout cela, nous voudrions bien connaître votre histoire à vous. Comment vous vous êtes retrouvé au Tchad en tant que réfugié? Je me suis retrouvé au Tchad par rapport suite à la récente crise de la République centrafricaine, quand les rebelles de la Séléka sont rentrés à Bangui et après quelques temps de gérance de pouvoir par ce groupe de rebelles, il y avait eu les anti-Balaka qui sont sortis aussi, juste suite aux exactions de ces rebelles qui sont rentrés dans Bangui. Et après, les anti-Balaka commençaient à attaquer la communauté musulmane dont je fais partie. Et comme mon statut, si vous voyez, mon nom c'est Dafan. Dafan dans la Séléka, ça représente beaucoup de choses. Nous avons notre aîné qui a embrassé cette carrière avec les rebelles de M. Djutetia. Donc du coup, nous sommes déjà ciblés dans un premier temps par les milices anti-Balaka et les proches de l'ex-président Bozizé à l'époque. Donc, à un moment, tellement que les exactions ont été beaucoup commises par les rebelles de la Séléka, notre aîné a pris position contre ces exactions. Et du coup, ça lui a coûté la prison et ça nous a mis déjà dans la tourmente au régime de la Séléka. Nous sommes déjà inquiétés à l'époque. Et maintenant, comme il y a chasse contre les musulmans, excusez-moi pour les termes, je ne vais pas le dire, mais je suis obligé.
Et il y a OIM qui organise le convoi pour exfiltrer les musulmans de Centrafrique vers le nord et à l'étranger. Il y avait eu beaucoup de pays, dont le Tchad aussi, commençait à rapatrier ses ressortissants. Effectivement. Donc je me suis dit, bon, on n'a plus rien. La maison est cassée, nos biens ont été pillés par les rebelles, la maison a été cassée, tout détruit par les anti-Balaka. Donc on n'a pas d'avenir en Centrafrique. Il faut nous mettre quelque part à l'abri. Du coup, je me suis inscrit, je me suis passé pour plusieurs nationalités parce que le HCR est là. Quand on n'est pas étranger, on ne peut pas... on ne peut pas bénéficier de cette exfiltration. Donc, du coup, à ce moment, je suis devenu burkinabé, malien, sénégalais, nigérian, tchadien, pour juste chercher une issue de sortie à ce moment. Nous sommes inscrits auprès de l'OIM et grâce au convoi de métro là que le Tchad avait organisé, donc on a pu bénéficier le 18 février 2014 par le cargo du Tchad. On est atterri en Tchadien. Voilà à peu près votre histoire. Yeah. Merci de l'avoir partagé avec nous. Monsieur le directeur du CADEV, vous êtes un partenaire du HCR dans ce travail qui se fait au quotidien auprès des réfugiés. Parlez-nous de ce travail que vous faites tout près des réfugiés. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion qui m'est donnée pour parler un peu du travail du CECADEV en général, parce que d'abord, si on a été sollicité par le HCR pour la prise en charge des réfugiés, c'est que ce travail s'inscrit dans le mandat même du CECADEV. CECADEV, c'est une caritas, c'est-à-dire c'est la charité. Donc, c'est une organisation de l'Église, c'est une partie de l'Église. Donc, c'est la charité. Donc, on a une option préférentielle pour les vulnérables. Et les réfugiés, effectivement, c'est des vulnérables. Des gens qui ont tout perdu, qui ont même leurs droits. Donc, ça s'inscrit dans notre mandat. Et c'est pour cela que, d'abord, en 2003, quand il y a eu un afflux important de réfugiés soudanais à l'Est, le CECADEV était déjà là. Donc, était en activité. On mettait en œuvre des projets de développement. Et quand les réfugiés soudanais étaient arrivés à l'Est en 2003, le HCR s'est appuyé sur le CECADEV pour organiser d'abord l'accueil de ces réfugiés. Donc il fallait d'abord les installer à plus de 40 km de la frontière soudanaise. Et puis maintenant, dans les camps où ils sont installés, on organise la prise en charge en leur assurant un service minimum. Donc, le service de l'eau, la distribution des vivres, l'assainissement, donc tout ce qui est nécessaire pour que l'homme ait une existence acceptable. Donc, toutes ces activités-là étaient mises en œuvre par le CECADEV. Et ça, c'est dans les camps. Mais il faut aussi noter le fait que quand les réfugiés étaient arrivés, comme le disait tout à l'heure le représentant de la CNAR, ils ont bénéficié de l'accueil de populations hautes. Donc, ils ont d'abord partagé les peu de vivres qu'ils ont avec les réfugiés avant qu'ils ne soient installés dans les camps. Donc, avec cet afflux important de personnes, il y a eu une pression sur les populations locales. Donc, le CECADEV ne s'est pas limité qu'à la prise en charge des réfugiés dans les camps, mais il travaille également en faveur de populations hautes. Donc, on a mis en place des projets aussi pour les populations hautes, de manière à amoindrir le choc subi par l'arrivée des réfugiés. Alors, 2003, on a eu la première vague massive des réfugiés qui sont arrivés. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Est-ce que l'attitude des populations hautes tchadiennes demeure la même? Est-ce qu'on a toujours le réflexe d'accueillir et de vivre en harmonie avec ces personnes vulnérables? Bon, la situation, comme je le disais, elle a évolué parce qu'au départ, les services étaient destinés initialement aux réfugiés, mais il y a eu une évolution. On n'a pas seulement construit des services en faveur des réfugiés, mais également en faveur des populations hautes.
Donc la stratégie actuelle, c'est il faut associer les réfugiés aux populations hautes. Donc on a mis en place des projets de développement qui profitent également aux populations hautes. Vous avez des écoles, par exemple dans le village, on réhabilite les écoles. On a des centres sociaux, surtout à l'est, donc où sont installés les enfants des populations. Donc cette attitude d'accueil-là est toujours d'actualité. Tant pour les structures que pour les populations elles-mêmes. Oui. Vous confirmez, M. Berthe, que dans la prise en charge, par exemple, de toute cette population aux différentes origines, que ce soit les réfugiés, les déplacés, les retournés, la prise en charge, comment vous la jugez? Est-ce qu'elle est la même pour tous? Je pense que c'est très intéressant ce type de débat, justement parce que si on regarde l'évolution dans les 15 dernières années, on a vu justement comment on est passé d'une politique typiquement dans les camps, assistance dans les camps de réfugiés. De plus en plus, on essaye, avec nos partenaires, comme il l'a dit très bien le collègue de SECADEV, d'essayer de faire sortir les réfugiés du camp. Et l'idée, c'est que justement, réfugiés et populations hautes sont des personnes qui sont là ensemble. Et justement, ce n'est pas en enfermant des réfugiés dans les camps qu'on arrive à mieux proportionner des services. D'ailleurs, je pense que l'idée, c'est justement de voir comment on peut améliorer des services sociaux de base. Il a mentionné les écoles, je pourrais dire des centres de santé, par exemple. Donc l'idée du HR, mais ce n'est pas seulement le HR dans ce sens-là. Là, on va vraiment dans une perspective de développement. Donc, il y a des autres agences des Nations Unies, il y a la Banque mondiale, il y a des autres structures. Et l'idée, c'est justement pouvoir améliorer ces services sociaux de base pour ainsi faire le bénéficier et les populations hautes et les réfugiés. Ça, c'est l'idée en perspective qu'on essaie de faire passer dans les dernières années. Mais quand vous dites, si je peux, vous avez posé la question, est-ce que le Tchad est toujours cette terre accueillante aujourd'hui? Moi, je pense oui. Et comme il a dit très bien Franck, si lui, il est arrivé en 2014, ça c'est quasiment 12 ans après. Et donc on voit bien que cet accueil est toujours là. Mais cette volonté du Tchad et cette solidarité que le Tchad manifeste, il y a des contreparties également. On a comme l'impression que le Tchad est malheureusement n'a pas les moyens, n'est pas soutenu en tant que tel dans cette politique d'accueillir autant de réfugiés que possible. Vous savez, c'est difficile de voir comment on peut quantifier en termes économiques l'accueil. Moi, je pense que l'accueil, c'est d'abord un accueil humain. C'est-à-dire, j'accueille mes frères parce qu'ils sont dans une situation de détresse, ils ont fui des guerres, ils ont fui des conflits, et donc c'est mon obligation en tant qu'être humain de les accueillir. Maintenant, quand il s'agit justement de proportionner des services, et pas seulement des services de base, mais là on parle vraiment des services qui vont au-delà, qui vont dans le sens de proportionner quelque chose des moyens de subsistance par exemple. Alors pour faire ça, pour mettre ça en place, il faut bien évidemment des ressources économiques. Alors au jour d'aujourd'hui, si on prend l'exemple du HR au Tchad, nos opérations, nos budgets qui est toujours établi à niveau de Genève en coopération avec nous, est financé au 16%. Alors vous comprenez bien que si on a les 16% de budget qui est financé, il y a certaines activités qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Je vous donne un exemple. J'étais récemment dans la zone du lac. Dans la zone du lac, il y a une partie des réfugiés nigériens qui ont fui les conflits de Boko Haram. Il y a certains de ces réfugiés qui sont des pêcheurs, qui sont justement dans la zone du lac, et donc ils étaient des pêcheurs nigériens. Qu'est-ce qu'ils demandent une fois qu'ils arrivent ici? Ils ne demandent pas de l'assistance, mais ils demandent que les HR et ses partenaires donnent les moyens pour pouvoir être pêcheurs. Et donc, c'est justement un projet qu'on a fait avec SECADEV. Je pense qu'il a eu beaucoup d'impact. Proportionner à ces réfugiés des filets, proportionner à ces réfugiés des pirogues, et leur permettre de pêcher. Et c'est prendre en charge. Malheureusement, ça c'est les 10% de la population de réfugiés au lac aujourd'hui. Donc vous voyez bien un peu comment ça se passe, mais la tendance est claire. Monsieur Altebaï, c'est vrai que depuis 2003, donc, les défis se sont multipliés. On a plus de réfugiés. Il faut faire beaucoup plus que ce qui a été fait à la création donc, du CONAR en 1996. Est-ce que votre stratégie a également changé? Est-ce qu'elle s'allie sur la stratégie du HCR en tant que partenaire? Effectivement, la CENAR
et son principal partenaire, le HCR, conjuguent leurs efforts pour faire face aux défis que représentent les réfugiés sur son sol. Donc, tel que dit tout à l'heure, le gouvernement tchadien fait des efforts, d'abord dans un premier temps, en mettant à la disposition des réfugiés de l'espace. Et leur mettant à leur disposition de l'espace, ils habitent dans des sites et des camps. Et avec l'assistance du HCR, nous mettons à leur disposition l'aide alimentaire et en vivre et non vivre. Et nous pensons également, comme l'a souligné le frère de ce cadet, nous pensons également à la population haute. Parce que dans un premier temps, quand les réfugiés reçoivent de l'assistance, eh bien, ça a suscité de mécontentement de la part de la population haute. Mais avec le temps, nous avons mené une politique consistant à également assister la population haute. Donc, avec cette stratégie, cette politique, nous sommes arrivés à atténuer le mécontentement et encourager une cohabitation pacifique entre les populations hautes et les réfugiés. Donc, avec le HCR, qui est notre principal partenaire, nous conjuguons nos efforts pour assister dans la mesure du possible et la population haute et les réfugiés. D'accord. Alors, vu que le HCR et la SNAR sont donc partenaires, on va demander aux bénéficiaires ce qu'ils pensent de cette prise en charge et du travail qui se fait en coordination avec, que le HCR fait en coordination avec ses partenaires. Ok, je vous remercie pour une fois de plus. Je crois que la mission de l'UNHCR au Tchad et la Sénat ont fait beaucoup d'efforts. Par rapport à l'an dernier. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de changements qui ont été enregistrés à notre niveau. Le HCR est dépassé quelque part. Et comme M. Francesco vient d'évoquer, ils ont eu seulement que 16% de leur budget. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Mais plus ou moins, on est assisté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manques, mais bon, l'HCR a fait quand même un gros effort avec le gouvernement du Tchad. Alors, qu'est-ce que vous entendez par effort concrètement? Qu'est-ce que vous entendez par effort? Qu'est-ce que vous entendez par manquement? Oui, par manquement, là je vais mettre l'accent sur, il y a deux critères de réfugiés, madame. Et, il y a les réfugiés ruraux qui vivent dans des camps de réfugiés, comme le CKDF avait évoqué, et il y a les réfugiés urbains dont nous faisons partie. Et ces réfugiés urbains souvent sont venus de différentes capitales. Vous savez, quelqu'un qui vient des capitales ne peut pas s'adapter rapidement à vivre dans la brousse. Et ne sont pas des cultivateurs, ne sont pas... Bon, ça, il y a ce manquement. Le budget des donateurs ont beaucoup été focalisés sur les réfugiés de sites. Contrairement aux réfugiés qui vivent au camp à N'Djamena, ici périphérique. Donc, on reçoit moins d'assistance de l'UNHCR. Et l'autre là, vous savez qu'un chef de famille, on doit avoir de logement, on doit avoir envoyer nos enfants à l'école normalement, il y a des étudiants, il faut tout ça. Le HCR est en train de faire des efforts, on comprend M. Francesco, on ne minimise pas l'aide que le HCR nous donne.
Et du côté du Sénat, je pense que ça ne pose pas de problème parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Quand on était arrivé, ils nous ont déjà accueillis. L'autre là, ils nous ont accueillis et ils nous ont facilité l'accès aux documents. Des statuts de réfugiés, c'est vraiment très important. Voilà. En quelque sorte, ce que nous faisons. On comprend mieux ce que vous voulez dire. Monsieur Francesco, est-ce que réellement il y a une différence entre la prise en charge pour les réfugiés en ville et ceux qui sont dans les camps des réfugiés? Pourquoi cette différence-là? Je pense que ça revient un peu à la question précédente. C'est-à-dire, le travail typique, comme il a été fait, pas seulement au Tchad, mais dans des autres contextes, c'est d'assister les réfugiés dans les camps. Pourquoi? Pour une raison très simple. Des réfugiés qui quittent leur pays, normalement, ils s'installent de l'autre côté de la frontière, tout de suite de l'autre côté de la frontière. Donc, la façon la plus simple d'apporter de l'assistance immédiate, c'est en constituant des camps, des sites. De les regrouper. Voilà, de les regrouper pour pouvoir les assister. Maintenant, de plus en plus, mais parce que c'est une tendance globale, il y a de plus en plus de populations urbaines. Et comme il a dit, Franck, il y a ces cas-là, justement, des personnes c'est autour de 5000 personnes, qui sont dans la ville d'N'Djamena. Alors, c'est évident qu'apporter de l'assistance en ville, ce n'est pas la même chose qu'apporter de l'assistance dans les camps. Parce que, justement, quand on parle des personnes qui sont dans différents quartiers d'N'Djamena, qui est une ville très étendue, ce n'est pas évident de pouvoir les assister comme ça. Moi, je pense qu'il y a certains aspects sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut améliorer. Je pense par exemple au fait du guichet unique, qui est un système qui va être mis en place cette année, où il y a tous les services qui sont proportionnés aux réfugiés dans le même endroit. Alors tout à l'heure, jusqu'à présent, ces services n'étaient pas dans les mêmes endroits. Ce qui complique encore une fois de plus toute la possibilité des réfugiés d'avoir accès à ces services. Je pensais à un exemple, mais je veux dire, c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. C'est clair qu'on peut mieux faire et on peut plus faire. On ne peut pas tout faire. Je pense que c'est le même discours qu'on faisait tout à l'heure. D'accord. Je vous propose de suivre cet élément qui a été réalisé donc, à l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale des réfugiés. Ici à N'Djamena, on regarde et on revient sur le plateau. Des milliers de familles fuient au quotidien leur foyer à cause de la guerre. Elles laissent tout derrière elles. L'espoir d'un avenir meilleur reste pour ces familles l'ultime motivation de survie. Ces hommes, femmes et enfants sont appelés réfugiés. Silim Fatimé, mère de 3 enfants, partie en catastrophe avec ma famille de notre maison au quartier Plateau de Bangui depuis le 5 décembre 2013. Réfugié d'abord au kilomètre 5 chez ma mère, 25 jours avec la dégradation de la situation, mon mari nous a fait quitter Bangui le 30 décembre 2013 pour le Tchad. Le Tchad accueille sur son sol près de 500 000 réfugiés de plusieurs origines. Ayant tout laissé derrière eux, ils ne demandent qu'à être reconnus et insérés socialement. Nos plaidoyers restent inchangés. Les réfugiés urbains ont besoin de toit, de boulot, afin de prendre en charge au lieu d'attendre ou demander d'assistance. Nous prions, Père Excellence, Monsieur le ministre et les ambassadeurs ainsi que les représentants du HR, de plaider à notre cause auprès de leurs collègues respectifs et les différents responsables des sociétés privées, les ONG et autres agences des Nations Unies. De recruter aussi les réfugiés, de nous donner la chance afin de subvenir à nos besoins, car souvent on nous exige des cartes d'identité tchadiennes, des cartes de séjour ou permis de travail. Le 15e anniversaire de la Journée mondiale du réfugié offre l'occasion à la représentation du Haut-Commissariat des réfugiés au Tchad de se féliciter de la mobilisation du gouvernement tchadien en faveur des réfugiés. Cette mobilisation est le signe de votre solidarité et sympathie à l'endroit de ces dizaines de milliers de familles qui ont été forcées de fuir leur foyer, et cela nous conforte dans nos actions en leur faveur. C'est aussi une illustration de la générosité du peuple et du gouvernement tchadien
qui ont ouvert leurs portes et leur cœur pour recevoir les réfugiés avec qui ils cohabitent dans la paix et l'harmonie depuis plus d'une décennie. La Journée mondiale du réfugié édition 2016 a permis à ceux-ci et aux retournés réinsérés de présenter leurs produits dans des stands. C'est à travers la visite de stands que la cérémonie commémorative de cette journée a pris fin. Le rendez-vous est pris pour 2017. En attendant 2017, on se permet de réfléchir encore sur les défis qui se posent à la vie de ces réfugiés ici au Tchad, des réfugiés et des retournés ici au Tchad. Monsieur le directeur de la CECADEF, dites-nous, dans les camps des réfugiés aujourd'hui au Tchad, et là où vous intervenez, vous travaillez, comment vivent ces personnes vulnérables? Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'on les accueille et qu'on leur offre quand même des conditions de vie acceptables? Je crois que pour le juger, CECADEF, nous intervenons dans 5 camps. Donc, on a à Iriba, par exemple, on a le camp d'Amnabak, de Touloum et d'Irdimi. Et dans le Dartama, nous intervenons à Kounungu et à Mili. Et jusqu'à présent, je crois que le minimum de services est quand même mis à leur disposition. Mais comme vous savez, les besoins de l'homme sont illimités et les moyens sont toujours limités, comme disent les économistes. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire que tout est mis à leur disposition. Mais vu les moyens actuels, je crois que l'essentiel est fait dans la mesure où le service minimum de l'eau, par exemple, est assuré. On a des activités génératrices de revenus. Donc, ceux qui sont des éleveurs, par exemple, on essaie de leur fournir de bétail pour reconstituer le cheptel. Et ceux qui sont dans l'agriculture, les terres sont négociées avec les populations hautes et on leur fournit des semences pour leur permettre de se prendre en charge. Donc, les écoles, les enfants sont inscrits à l'école et ils bénéficient quand même d'une très bonne prise en charge, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, l'alimentation. C'est vrai que pour la distribution des vivres, on ne peut pas donner la même quantité que ce qui a été donné dès l'arrivée au départ, dans la mesure où, avec les moyens investis, je crois que certains réfugiés se sont engagés dans certaines activités génératrices de revenus et arrivent quand même à se prendre en charge. Donc, je peux, en résumé, dire que le minimum de services est assuré. Mais comme je l'ai dit, les besoins de l'homme ne peuvent pas être satisfaits de manière illimitée. On reproche parfois aux structures qui interviennent auprès des réfugiés d'être très nombreuses en termes de nombre, mais en termes d'action sur le terrain, qu'on ne les perçoit pas souvent dans les camps des réfugiés. Je crois que pour le moment, le travail qui se fait et ce qui est en train de se développer par la nouvelle stratégie retenue par l'ICR, c'est qu'il n'y a pas que les structures qui viennent se greffer sur les réfugiés. Il faut maintenant travailler avec les réfugiés. Nous prenons par exemple dans les camps, l'assainissement par exemple des camps. On a des comités d'assainissement composés des réfugiés eux-mêmes. Donc ceux-là sont rémunérés. Donc au fur et à mesure qu'ils se professionnalisent, on réduit l'effectif parce que les ressources aussi du HCR se réduisent, puisque vous avez de nouveaux foyers de tension qui apparaissent dans le monde. Donc le représentant disait tout à l'heure que par rapport aux besoins, il n'est financé qu'à 16%. Ce n'est pas qu'il manque de la bonne volonté, mais les besoins sont de plus en plus nombreux. Donc les ressources consacrées à la prise en charge des réfugiés au Tchad baissent. Donc nous apprenons maintenant aux réfugiés de se prendre eux-mêmes en charge en leur donnant des ressources pour qu'eux-mêmes, ils essaient de cultiver. On a dans les villages hôtes, par exemple, on sort de plus en plus les réfugiés aujourd'hui qui ont des champs. Il y en a qui pratiquent de l'élevage. Donc, au fur et à mesure, au lieu de rester au stade d'assistanat, on passe au stade de développement. Est-ce que les populations hautes, comme vous les appelez, comprennent et perçoivent cette nécessité de sortir les réfugiés des camps et de les réinsérer, de les intégrer dans les communautés?
Nous disions tout à l'heure que la population tchadienne est par nature très hospitalière. Elle est hospitalière, mais vous pensez qu'elle va continuer Donc, à être hospitalière mais nous comprenons niveau. que l'hospitalité aussi a ses limites. Oui. Et c'est pour ça justement que nous mettons en œuvre des projets communs. Je disais qu'il y a eu un afflux important de réfugiés. Donc, il va se dire qu'il y a une pression qui se fait sur les ressources naturelles. Au départ, on distribuait par exemple du bois de chauffe. La tendance maintenant, c'est de réduire la distribution. On met en œuvre des projets qui substituent le bois de chauffe à d'autres sources d'énergie. On pratique par exemple le reboisement donc, pour essayer de reconstituer les ressources naturelles. Donc les populations hautes aussi bénéficient de cette prise en charge. Donc si on se limitait seulement aux réfugiés, évidemment, ils vont se sentir lésés. Mais il y a un regard plus attentif maintenant aux besoins aussi des populations hautes. D'accord. Je reviens vers vous, Monsieur Franck Ahmed, sur cette hospitalité de la population haute tchadienne. Est-ce que c'est vrai que vous êtes en ville et donc vous côtoyez une population plus cosmopolite puisque vous êtes en contact avec plusieurs personnes d'horizons différents. Mais est-ce que réellement vous dites que vous êtes à l'abri, par exemple, ici au Tchad? Oui. Vous le sentez, vous le ressentez? Oui, je me sens en sécurité ici au Tchad. Et je ne suis pas que seulement en N'Djamena. J'ai une partie de ma famille qui sont dans les camps de réfugiés. Je me rends souvent. Je crois que la population du Sud, d'où ma famille y est, cohabite normalement en bonne intelligence avec ces réfugiés-là. Et nous ici, au niveau de N'Djamena, jusqu'à là, on n'a pas eu d'altercation avec la population haute. On a suivi un de vos compères dans le Liban qui est passé tout à l'heure, qui disait qu'on vous demande parfois des cartes d'identité. Je n'ai pas très bien compris. Ben, oui, quand je te parlais de ça tout à l'heure, voilà, donc M. Abdel tout à l'heure, c'est notre président du comité central. C'est une plaidoirie qu'on a fait auprès du gouvernement du Tchad par le biais de la CENAR et de l'UNHCR. Nous sommes plus ou moins 5000, comme M. Francesco vient de dire, ici au Tchad, excusez-moi, en N'Djamena plutôt, les réfugiés urbains. Et le HCR, par biais de ses partenaires, nous assiste que quelques 120 sur les 5000. Et nous autres, les chefs de famille et les grandes dames qu'on a du talent, on n'arrive pas à décrocher de boulot. C'est de ça qu'on parlait. On ne veut pas d'assistance, mais on veut quand même travailler pour subvenir à nos besoins. C'est de ça. Et souvent, dans le critère de recrutement, ici au Tchad, on met il faut être de nationalité tchadienne. Et ce qui complique la vie aux populations réfugiées. Monsieur Francesco, est-ce qu'en termes de coordination dans les actions qui se mènent par le HCR, par ses partenaires, par le gouvernement, est-ce que vous avez comme l'impression que la coordination elle est bien huilée? Ou comme certains le pensent, on a beaucoup de structures sur la liste, mais peu qui sont actives sur le terrain? Non, je pense que... Avant de répondre à cette question, juste pour revenir sur le discours de carte d'identité, parce que je pense que c'est très important. Et en fait, si on aborde ce sujet, ça veut dire quoi? Le Tchad a bel et bien ratifié la Convention de Genève de 1951. Maintenant, ce qui manque, ce qui reste à faire, c'est d'adopter une loi sur l'asile à niveau national. Ça permettra en fait d'avoir un certain niveau de service à niveau national et dont les réfugiés pourront directement saisir les autorités et les autorités judiciaires tchadiennes. Ça leur permettra plus facilement d'avoir droit à certains éléments comme il disait tout à l'heure, la carte d'identité, etc. Pour ce qui est de la coordination, je pense que c'est très important ce qu'on est en train de faire tout autour de ces journées mondiales des réfugiés. C'est-à-dire un travail de sensibilisation qui passe par aller dans les universités, parler avec les journalistes,
aller vers les populations locales pour expliquer justement qu'est-ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en fait la question des réfugiés au Tchad. Alors quand on parle des partenaires qui sont nombreux et qui font leur travail, le problème, c'est qu'il y a des partenaires qui sont justement focalisés sur certains aspects de l'assistance. Alors, si c'est CADEV, je prends par exemple, il travaille beaucoup sur ce qui est fournir des moyens de subsistance. Il y a des partenaires qui sont plutôt sur le volet santé. Vous voyez, donc il y a une différence d'expertise qui est là. Et cette expertise est précieuse. Et je ne pense pas qu'en disant il y a trop de partenaires, il y a trop de gens qui travaillent, on fait un service aux réfugiés. En effet, c'est en expliquant qu'est-ce qu'ils font chaque partenaire qu'on va comprendre un peu ce que les différentes structures sont en train de faire sur le terrain. Le thème de cette 15e édition de la Journée mondiale des réfugiés est « Ensemble avec les réfugiés pour un avenir partagé ». Alors, c'est un thème, on dirait, avec beaucoup de défis à l'intérieur. Maintenant, vu qu'on évoque depuis le début de ce plateau, surtout la difficulté des moyens suffisants pour pouvoir relever ces défis-là, est-ce qu'on peut se dire qu'on est en train de rêver avec ce thème-là? Est-ce que c'est plus de l'espérance? Écoutez, je ne pense pas que c'est forcément de l'espérance, mais vous voyez, je me rappelle toujours quelque chose que l'ancien haut-commissaire pour les réfugiés avait dit. C'est une phrase, je pense, qui explique très bien la situation. Et donc, lui disait, l'aide humanitaire ne sera jamais la solution. La solution, c'est résoudre le conflit. Ça, c'est la vraie solution. Alors, quand on parle de tout ce qui est l'humanitaire, toutes les organisations qui sont impliquées là-dedans, je pense qu'il y a une tendance pour dire, vous l'avez évoqué au début de l'émission, 65 millions. Ça, c'est un record. C'est un record. Oui. Donc, si on parle d'une augmentation du nombre de personnes déplacées dans le monde et en même temps une réduction des financements à disposition, on voit bien que le décalage augmente. Et cependant, je pense que l'idée, c'est qu'on ne peut pas oublier que ces situations sont là. Et si on se rend compte de ça, l'avenir partagé, ça veut dire justement ça. Ça veut dire que nous, qui on est assis à ce plateau, on se rend compte qu'il est important de venir ici et débattre et faire comprendre que les réfugiés sont des gens comme moi et comme vous. Et donc, ils ont droit à une existence digne. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais au vu de ces foyers de tension que vous évoquez, qui se multiplient au lieu de diminuer, est-ce qu'on peut se dire réellement qu'on a pris conscience du fait qu'il faut plutôt prévenir les conflits que d'essayer de résoudre après en assistant? Bon, je crois que les deux choses doivent aller de pair parce que avant de prévenir le conflit, on a déjà des gens qui sont victimes, qui sont là. Voilà. Donc, on ne va pas les abandonner pour prévoir. Bien sûr. Mais il ne faut pas que le nombre continue d'augmenter à cause de conflits qu'on ne saurait pas éteindre. Si on revient au thème, moi je crois qu'en lien avec ce thème, il faut revoir un peu comment l'aide humanitaire a été apportée. Au départ, quand on dit que le réfugié est arrivé, c'est des êtres comme vous, comme moi. Ils ont été traumatisés, donc ils ont fui, ils ont privé des droits élémentaires. Donc ils se sont mis à l'abri quelque part, donc dès leur arrivée, ils sont un peu traumatisés. Donc il fallait apporter une aide d'urgence. Mais la stratégie a évolué. C'est une personne à part entière, donc qui a des droits, qui a aussi des facultés, qui peut travailler comme vous. Donc cette personne-là veut aussi gagner sa dignité. Donc elle veut travailler pour se prendre en charge. Donc elle n'accepte pas de rester et d'être assistée comme un enfant. Donc l'aide a évolué. On l'associe maintenant au travail qui se fait. Donc dans les camps, ils sont aidés. Maintenant, c'est eux-mêmes qui sont acteurs de leur prise en charge. Et l'avenir partagé, c'est-à-dire que c'est un droit pour le réfugié, par exemple, d'être assisté. Il a perdu quelque chose quelque part, il faut reconquérir ce droit. On parle en Allemagne, par exemple, de l'Allemagne comme étant un bon exemple de pays qui a réussi la réinsertion jusqu'à présent d'une certaine catégorie de réfugiés, qui auraient même participé à une augmentation
du PIB actuellement. Est-ce que au niveau du gouvernement tchadien, on se dit également que ces réfugiés-là sont plutôt comment on appelle, un atout pour notre économie, pour notre développement? Est-ce que le faire comprendre comme ça aux populations, ça porterait pas mieux le message? Et au niveau du Sénat, de la Sénat, je voulais dire, la problématique de réinsertion, comment vous l'appliquez sur le terrain? Bon, la problématique de la réinsertion, cela rentre dans la stratégie de solutions durables à apporter aux réfugiés. Ouais. Parce que dès qu'on accueille déjà un réfugié, il faut commencer aussi à penser à lui trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas être réfugié éternellement. Donc il faut, d'un moment à l'autre, il faut mettre fin à ce statut de réfugié. Donc, parmi les solutions durables qu'on peut citer, le rapatriement volontaire, c'est-à-dire librement consenti par le réfugié, l'intégration locale et la réinsertion, la réinstallation plutôt. Bon. La solution la plus idéale, c'est le rapatriement volontaire. Parce qu'on souhaite que le réfugié prenne lui-même la décision de rentrer d'un moment à l'autre chez lui, dans son pays d'origine. Et on dit que c'est librement consenti. Nous ne voulons pas obliger le réfugié à rentrer chez lui. Mais ça dépend de sa propre volonté. Ça dépend aussi de ce que son pays lui réserve. Voilà. Nous avons actuellement sur notre sol des réfugiés qui fuient les exactions de Boko Haram. Nous avons des réfugiés, la Centrafrique, on espère que ça va se stabiliser. Mais parlons par exemple des réfugiés, de ces personnes qui ont fui leur foyer à cause de Boko Haram. Est-ce qu'on peut leur proposer un rapatriement volontaire? Non. Pour le moment, c'est l'idéal. Mais seulement le rapatriement volontaire est conditionné. Il faut que les conditions de sécurité et de dignité soient remplies pour qu'il y ait rapatriement volontaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, on ne peut pas, même si le réfugié, d'une manière spontanée, voudrait rentrer, repartir chez lui, eh bien, le HCR, avec ses collègues, le bureau du pays d'origine, mène des enquêtes auprès du pays d'origine pour savoir est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il y ait un rapatriement volontaire. Et si on affirme, on confirme qu'il y a les conditions de dignité, de sécurité, eh bien, on encourage cela. Mais on ne peut pas obliger le réfugié à rentrer chez lui si les conditions ne sont pas réunies de dignité et de sécurité. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de la réinsertion. Et ça fait partie de la deuxième solution durable que l'intégration locale. Bon, il y a un certain nombre de réfugiés qui sont restés longtemps. Depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et ayant passé longtemps dans le pays, bon, il y a cette solution d'intégration locale qui s'offre. Par intégration locale, le réfugié peut accepter de dire, bon, je suis resté longtemps au Tchad, plus de 10 ans, et je ne peux pas continuer à être réfugié. Donc, puisque le Tchad m'a très bien accueilli, je suis intégré, je voudrais me débarrasser du statut de réfugié et m'intégrer localement. C'est-à-dire, il opte pour l'intégration locale, c'est-à-dire
l'intégration locale a deux volets. Il y a le volet, c'est-à-dire il opte pour rester au Tchad en tant qu'étranger résident. Et il peut opter aussi pour la nationalité tchadienne. Donc, s'il opte pour résider au Tchad en tant qu'étranger résident au Tchad, il doit maintenant se mettre en règle vis-à-vis du service de l'immigration pour obtenir la carte de séjour. Eh bien, mais s'il opte pour, puisque obtenir la nationalité tchadienne, il y a une condition. Pour obtenir la nationalité tchadienne, il faut rester dans le pays au minimum 10 ans. C'est dans le code de la nationalité. Donc, s'il est resté, par exemple, les réfugiés qui sont restés au Tchad depuis 2003, ils peuvent très bien postuler la nationalité tchadienne. Et pour cela, s'il opte pour la nationalité tchadienne, la Sénat et son partenaire, le HCR, sont disposés à l'aider pour obtenir cela, surtout pour obtenir la carte de séjour et autres. Et la Convention de Genève de 1951 invite les pays contractants à faciliter cette intégration. D'accord. On a évoqué tout à l'heure, M. Francesco a évoqué le droit d'asile, donc le statut, ce document-là, cette loi qui devrait être votée à l'Assemblée et qui pourrait faciliter la vie des réfugiés. Est-ce qu'au niveau de la Commission, vous faites un plaidoyer, vous encouragez le vote de cette loi? Oui. En ce qui concerne ce volet, il y a un projet de loi sur l'asile au Tchad qui a été élaboré et ce projet a fait son chemin. Le projet a été validé par le HCR, le gouvernement et un certain nombre de partenaires. Et le projet a été déposé au gouvernement pour son adoption et après l'adoption du gouvernement, eh bien, ça sera déposé à l'Assemblée nationale pour adoption et promulgation par le président de la République. Donc actuellement, le projet de loi sur l'asile au Tchad est sur le bureau du gouvernement pour l'adoption. Et quand le gouvernement l'aura adopté, en ce moment, ça sera déposé à l'Assemblée. Donc il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Et est-ce qu'on a espoir que ce projet-là pourra être convoyé à l'Assemblée nationale, adopté au plus tôt, pour qu'on ne traîne pas sur ce document qui semble primordial pour les réfugiés qui veulent s'intégrer dans notre pays? Il y a eu un travail qui a été fait. Le gouvernement avait étudié le projet et avait renvoyé pour des amendements. Et quand ces amendements auront été faits, le projet sera déposé sur le bureau de l'Assemblée pour l'adoption. Et c'est ce travail-là qui est en train de se faire. Alors, comme on envisage et on souhaite un avenir partagé avec les réfugiés, je reviens sur la question de la sensibilisation des populations hôtes. Est-ce qu'au Tchad, on informe réellement les populations tchadiennes de la nécessité de construire cet avenir-là avec les réfugiés et de ne plus les considérer simplement comme des personnes qui viennent demander l'asile pour un temps et qui vont sûrement repartir et qu'on caserne dans un camp? Est-ce qu'on fait assez de sensibilisation autour de l'importance du réfugié en tant que personne? Oui, sur ce plan, il y a beaucoup de sensibilisation vis-à-vis de la population haute. Et dans ces sensibilisations, nous leur faisons savoir que ce n'est pas de gaieté de cœur que ces gens sont venus. C'est suite à des conflits et qui sont venus pour un temps chez nous et nous devons les accueillir. Chacun est amené à être réfugié un jour. Donc, comme ils sont venus, nous aussi, on peut être un réfugié un jour. Donc, il faut que la population les accueille et on prend toutes les dispositions pour préserver, pour garantir leurs droits. Et là, par la garantie de leurs droits, je fais là appel
à la notion internationale de protection des réfugiés. Donc, par protection internationale, c'est toutes les mesures qu'on prend pour assurer, pour garantir les droits fondamentaux du réfugié. D'accord. Je vais vous proposer de suivre un autre élément qui a été réalisé à Tissi, justement, une localité où il y a quelques réfugiés et surtout des femmes qui ont expérimenté la réinsertion d'une façon assez originale. On regarde ce reportage et on revient sur le terrain. Le projet vise à accroître la capacité génératrice de revenus de la plupart des femmes vulnérables dans la zone sélectionnée. Grâce à ce projet, ces femmes établissent leur coopérative, leur offrant un espace de dialogue, des opportunités d'interaction avec des femmes de différents milieux. 3 retournés et 2 membres de l'équipe de l'OIM Tchad ont suivi du 17 août au 15 septembre 2015 au Japon une formation en production des panneaux solaires. Notre projet travaille essentiellement avec les femmes retournées du Soudan et de la RCA. C'est un projet qui a été financé par le peuple japonais et mis en exercice par l'OIM. Alors, dans le projet, ce que nous pouvons présenter dans le projet, c'est un projet de réinsertion socio-économique des retournés. Ce projet vise à aider les femmes retournées surtout de la RCA et du Soudan qui ont subi les crises et qui ont fui le Soudan et la RCA pour revenir ici encore à Tissi. Grâce à la production des panneaux solaires, beaucoup de groupements des femmes retournées du Soudan et de la RCA de Tizi ont retrouvé un sourire. Malgré ce projet socio-économique de réinsertion, ces femmes souhaitent un appui des autorités publiques pour une production industrielle des panneaux solaires à Tizi. L'OIM nous a aidés financièrement. Nous exerçons les activités génératrices de revenus telles que la vente des pâtes d'arachide, la vente des poulets rôtis, des cacahuètes. Merci pour tout cela, mais elle pourrait faire mieux en associant d'autres partenaires pour nous soutenir à aller de l'avant. Nous sommes des veuves qui prenons nous-mêmes la charge de nos enfants. Dans un ménage, on peut trouver 10 à 12 enfants et ces enfants sont sans éducation. Nous voulons que l'État nous construise une école. L'Organisation internationale pour les migrations a assisté le gouvernement tchadien pour répondre aux besoins immédiats et à long terme des retournées tchadiennes des pays voisins et des personnes déplacées. Voilà, c'est un exemple donc de réinsertion qui se fait par l'OIM, mais bien sûr les autres partenaires et surtout les autres structures également travaillent. On est d'accord que la réinsertion telle qu'elle est faite là peut être une solution. Vous voulez réagir sur le rapatriement? Le rapatriement qui est l'une des solutions qui est proposée aux réfugiés. Évidemment. Oui. Comme M. Abdepaï de la Sénat avait évoqué les 3 types de solutions durables proposées aux autres langues, je crois que le rapatriement spontané, d'une manière ou d'une autre, commence à déjà. Il y a beaucoup de Centrafricains qui sont déjà rentrés en Centrafrique. Et j'insiste toujours sur le problème des assistances, parce que par manque de moyens, vous voyez, madame, par exemple, il y a des réfugiés qui dorment à Belle-Étoile, à rond-point de Dembé. Et ça, c'est pas bien. Et les gens pensent que, au lieu de rester là et continuer à souffrir, autant mieux rentrer, même si la rentrée est encore prématurée. Moi, je n'encourage pas pour l'instant, parce que si vous suivez même l'actualité centrafricaine, aujourd'hui, Bangui est dans le chaos encore. Donc, voilà, à peu près. Et l'image de Tissi m'inspire déjà. C'est ça notre plaidoyer auprès de l'UNHCR. On n'a pas demandé à ce qu'ils viennent nous distribuer de fonds, mais former quand même quelques gens désœuvrés, parmi, par exemple, les réfugiés centrafricains, il y a des gens qui viennent de mines d'or, de diamants. Ils n'ont pas de métier. Et ici, au Tchad, il n'y a pas de diamants. Ils sont carrément désorientés. Et si on peut monter des projets comme ça pour pouvoir les former à avoir un métier et à
le droit là, à se prendre en charge, au lieu tout le temps d'aller quémander au niveau des ACR et autres là. Voilà, merci. Voilà, c'était votre plaidoyer. Je signale, mesdames et messieurs, que vous pouvez participer dès à présent à ce débat en posant des questions, en apportant vos observations et vos suggestions pour améliorer donc ce combat que le HCR et ses partenaires mènent pour les conditions de vie meilleures pour les réfugiés. Parlons des défis qui se posent justement à cette structure qu'est le HCR. Quels sont vos défis après plus d'une dizaine d'années d'assistance humanitaire avec ces 500, c'est près de 500 personnes qui sont au Tchad? Quels sont les défis qu'on peut relever? Les défis sont nombreux. On en a évoqué justement quelques-uns, mais il y en a bien davantage. Mais je voulais revenir justement sur... on a évoqué tout à l'heure les solutions. Hein, c'est gros mot, mais des fois, il faut mettre aussi un peu le jus dedans. Parce qu'on connaît ce qui sont les solutions à niveau légal, mais après, il faut voir dans la pratique comment on peut les faire. Alors, c'est clair que, par exemple, si on regarde le Tchad aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour les réfugiés qui sont au Tchad aujourd'hui, et les Soudanais, et les Centrafricains, et les Nigériens, de rentrer dans leur pays, pour des raisons évidentes. Que vous pensez que le rapatriement spontané n'est pas envisageable pour l'instant? Comme il l'a dit tout à l'heure, Franck, il y a des gens qui repartent chez eux. Il y a personne qui dit vous ne pouvez pas. Toute personne est libre de rentrer chez eux. C'est que justement on décourage, c'est justement de dire ne rentrez pas si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe là-bas. Parce que justement vous avez fui une situation d'insécurité, de guerre. Alors revenir dans cette même situation, ça veut dire n'avoir pas un avenir durable. Encore une fois, un avenir partagé si vous le voulez. Donc, je pense que ça, ce n'est pas seulement au Tchad. Rappelons-nous, on parle de la Journée mondiale des réfugiés. Si on a évoqué les 65 millions, et en même temps, en 2015, si on regarde la totalité des personnes qui sont rentrées dans leur pays de façon volontaire, ce nombre, c'est de 100 000. 100 000 dans le monde. C'est-à-dire que c'est une partie minuscule. C'est infime. Donc, moi, je pense qu'il faut aller justement au-delà et bien sûr, toujours travailler, hein, comme il l'a dit tout à l'heure. Nous, on est toujours en contact avec nos collègues de l'autre côté de la frontière et voir un peu sur place qu'est-ce qui se passe. Si cela n'est pas possible, alors voyons ce qui peut se faire. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a des possibilités au Tchad. Voyons comment ça peut se faire, cette intégration locale. Voyons vraiment comment on peut travailler ensemble. Voyons comment les réfugiés urbains et ruraux ils peuvent aussi contribuer à l'économie tchadienne. Vous avez évoqué l'Allemagne tout à l'heure. C'est clair que dans les médias, la crise des réfugiés en Europe a pris l'ampleur que tout le monde connaît. Et pourtant, je rappelle encore une fois, quand on regarde le niveau global, les 86% des réfugiés dans le monde sont dans des pays en voie de développement. Donc, il faut toujours avoir un certain œil qui est capable de voir un peu la situation globale et puis venir à niveau local et comprendre un peu quelles sont les réalités ici au Tchad. Alors, comme il a dit tout à l'heure, s'il y a des expertises qui sont là, et justement, il y a des partenaires qui sont là justement pour voir cette expertise, je pense à CKDF par exemple, alors voyons comment on peut donner, j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple des pêcheurs, ce n'est qu'un exemple, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais est-ce que vous ne pensez pas également que pour mobiliser d'autres partenariats, pour mobiliser d'autres assistanats, il faut mieux parler de la question des réfugiés, parce que sans vous mentir, on ne parle des réfugiés qu'à l'occasion de ce 20 juin-là. Et donc, pour certains Tchadiens, les réfugiés, c'est très loin. C'est dans le lac, c'est à Gorée. C'est vraiment pas une réalité que les Tchadiens, je dirais, de la métropole connaissent. Est-ce qu'il ne faut pas mieux parler des réfugiés? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'encore une fois, ça c'est une opportunité. Maintenant, peut-être que les gens qui nous regardent ont compris qu'il y a des réfugiés en Djamena, par exemple. Justement. Pas seulement dans les lacs. Mais au-delà de ça, il y a des partenariats que les HR est en train d'établir. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais les HR et ses partenaires d'exécution ne pourront jamais résoudre le problème des réfugiés dans le Tchad et dans les autres pays. L'idée, c'est que justement, il y a des agences des Nations Unies, dans ces cas, qui ont des expertises, surtout dans les côtés développement. Alors, comment on peut travailler ensemble avec ces agences
et voir comment des agences qui ont des expertises justement plutôt au niveau des moyens de subsistance, voilà, des opportunités d'emploi. L'EHR est par nature une organisation d'aide humanitaire. Alors quand on parle d'aide humanitaire, il faut faire attention parce qu'on a la tendance toujours à aller dans le développement. Quand par exemple, j'aime toujours faire des exemples, la ville de Gosbeida, à l'est du Tchad, il y a des camps de réfugiés qui sont là-bas. Il y a une idée d'apporter, par exemple, tout ce qui est l'approvisionnement en eau au camp de réfugiés et à la ville de Gosbeida à travers un système de panneaux solaires. Alors tout ça, est-ce que l'EHR est mieux placé pour faire ça? Je ne pense pas. Mais l'EHR peut être l'agence qui va vers certaines structures parce qu'on a une certaine expertise, une certaine capacité de connaissance du terrain pour dire voici pourquoi nous on pense que ça peut être un projet qui va dans le sens du développement. Et ça peut aider un peu tout le monde. Encore une fois, l'avenir partagé. Avenir partagé. C'est vrai, monsieur le directeur de la CECADEV, qu'au-delà de son mandat qui est l'humanitaire, la question des réfugiés devient plutôt une question de développement pour le Tchad et donc doit être prise en charge par le Tchad d'abord. C'est vrai. C'est vrai. Je disais tout à l'heure que je crois que l'assistance aux réfugiés, on a passé le stade d'assistanat pur au stade de développement. Et là, le CECADEV est en train de faire un travail que j'estime très intéressant. Tout récemment, nous nous sommes retrouvés à Béché. Donc, toutes les structures de CECADEV pour essayer de réfléchir et mettre en place une planification opérationnelle qui couvrira la période de 2017 à 2019. Donc, essayer d'initier des projets qui vont mettre en association des réfugiés et des populations hautes et essayer aussi d'enrayer la pauvreté dans la zone. Donc, cette planification va nous conduire maintenant à initier des projets bien précis et nous allons faire un plaidoyer pour obtenir un financement. Il y a certains partenaires qui se sont déjà même prononcés. Je parlerai par exemple de Secours catholique, Caritas France, qui est partante. Donc le projet, je pense que très bientôt, nous allons projeter cette planification et on va attaquer le stade de plaidoyer de manière à mettre en place des projets, même si les réfugiés devraient un jour ou l'autre repartir. Pour ceux qui vont s'installer ici, il faut vraiment très tôt commencer à initier des projets pour les mettre ensemble avec les populations hautes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Parce que l'aide internationale ne peut pas rester au même niveau. D'ailleurs, on voit que graduellement, comme je l'ai dit au départ, le budget baisse d'année en année. Donc, si on ne change pas de stratégie, on va se retrouver à une époque où les gens vont s'attendre à recevoir beaucoup et ils n'ont rien alors qu'on ne leur a pas prévenu. Donc il faut leur apprendre à dire que maintenant, l'aide ne va pas être au même niveau que les années précédentes. Ça va réduire. Donc vous-même, il faudrait que vous travaillez pour vous prendre en charge de manière à suppléer le déficit. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Ce que les réfugiés souhaitent. Là, quand vous parlez vous vous êtes retrouvé à Béché, tout de suite, moi j'ai peur de cet avenir partagé. Il faut étendre ça quand même sur les réfugiés européens aussi. Bon, Oui, allez-y, allez-y. On s'est retrouvé à Béché, c'est vrai, parce que notre plus grande intervention, c'est au niveau d'Abéché. Mais c'est toutes les structures de CECADEV, de l'Ouest, de N'Djamena et tout ça. Donc, c'est une stratégie globale du CECADEV. Le CECADEV intervient un peu partout. Il n'y a pas qu'à Béché. Donc, on n'oublie pas N'Djamena. Je pense que c'est ce que M. Franck voulait entendre, que vous prendrez en compte également les réfugiés urbains. Voilà, je pense que c'est légitime d'ailleurs. On va prendre donc le mot de la CNAR sur les défis, justement, les défis de cette commission-là, qui apparemment le gouvernement tchadien reste dans sa logique de ne pas repousser, mais de plutôt accueillir et d'essayer quand bien que mal de tenir cette promesse-là d'offrir un asile aux réfugiés qui viennent. Mais comme le directeur du CECADEV l'a dit, il faut changer de stratégie pour ne pas se retrouver avec une population qu'on ne pourra plus contenter au bout d'un moment. Quels sont vos défis au niveau de la CENAR?
Et comment vous entendez les relever surtout? Justement, il y a ce défi-là de l'assistance aux réfugiés. Et comme l'a dit très bien, c'est bien dit l'autre, le CKDF, il faut changer de stratégie, c'est-à-dire faire en sorte que le réfugié sorte de l'assistanat. De l'assistanat, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'il se prenne en charge pour ne pas dépendre de l'assistance. Et dans ce sens, il y a eu un projet. Il y a un projet que l'EACR, avec le PAM et le gouvernement, sont en train de mener. C'est-à-dire le projet de ciblage. Ciblage dans la distribution des vivres. C'est-à-dire, on a organisé les réfugiés par catégorie. La catégorie des nantis, des moyens nantis et les plus démunis. Donc, la politique, la stratégie du gouvernement et de ses partenaires est d'arriver à faire en sorte que les réfugiés sortent de l'assistanat pour se prendre en main. Qu'est-ce que vous appelez des réfugiés nantis, moins nantis et démunis? Comment vous faites cette catégorisation-là? Parce que dans les camps, par exemple, dans les camps, il y a des réfugiés qui font du commerce. Et par ce commerce, ils ont des revenus pour se prendre eux-mêmes en charge. Donc la politique de ciblage est d'identifier cette catégorie, ce groupe de réfugiés qui arrivent à se prendre en charge et sortent de plus en plus de l'assistanat. Donc, ceux qui arrivent, par exemple, il y a des gros commerçants, il y a des grands éleveurs qui ont des troupeaux et le revenu de ce commerce ou bien le revenu de la vente de bétail leur apporte des revenus. Donc, ils sont en même de se prendre en charge. Donc, à terme, il s'agit de ne plus les assister. Voilà. Alors, si on ne les assiste... Ces gens, c'est ceux-là qu'on appelle les nantis. D'accord. Les nantis, c'est-à-dire ils ont le moyen pour se prendre en charge. Donc, s'il faut leur donner de vivre, ils recevront une part moindre par rapport aux démunis. Celui qui n'a pas vraiment de revenus, qui n'a pas d'autres sources, qui ne dépend que de l'assistance que lui apporte le ACR et le PAM. Donc, il y a cette stratégie de ciblage qui a été adoptée par le gouvernement, le ACR et le PAM pour arriver à l'autosuffisance des réfugiés par eux-mêmes. D'accord. Alors ça, c'est la question de l'assistanat. Ouais. Maintenant, moi, je voudrais qu'on aille au-delà de cet assistanat-là. Ouais. Comment exploiter, donc, je dis exploiter entre guillemets, les potentialités de ces réfugiés-là pour arriver à cet avenir partagé dont on parle. Dans ce cadre-là, que prévoit le gouvernement? Que prévoit la Commission? Bon, la Commission, la Sénat, avec l'appui de ses partenaires, est en train de vouloir mettre sur pied des projets et aussi encourager les activités génératrices de revenus. Et pour obtenir ce résultat, il faut arriver à mettre à la disposition des réfugiés des moyens pour mener des activités, c'est-à-dire des mini-crédits pour leur permettre de mener ces activités génératrices de revenus pour pouvoir se prendre en charge. D'accord.
Oui, monsieur Franck Hamel. Je doute déjà de cet avenir partagé parce que jusqu'à Vous là, en doutez. le projet n'est pas encore élaboré. Vous êtes en train de vouloir mettre ce projet en place. On ne sait pas que ça sera pour combien de temps, puisqu'il y a la loi d'asile qui est jusqu'à là, qui n'est pas encore adoptée. Ça me donne déjà vraiment chair de poule ce que je viens d'entendre. Quand vous parlez de catégorie de réfugiés nantis, j'aimerais avoir dans quelle place vous avez mis les réfugiés urbains. Est-ce qu'ils sont dans les catégories nantis? Parce que jusqu'à là, on n'est pas assisté. Vous voulez répondre avant que... Moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit le représentant de la CNAR. Il faut aller dans les camps au niveau de l'Est pour voir qu'il y a quelque chose qui est réellement en train de se mettre en place. C'est vrai peut-être que pour les réfugiés urbains, c'est moins visible. Mais à l'Est... Il n'y a rien. Vous avez dit qu'il y a une centaine de personnes qui bénéficient de l'assistance. Il y a 100 sur 5 000. Ça fait une centaine, ça fait même plus d'une centaine. C'est moins de 10%. Donc vous voyez dans ces camps, les réfugiés ne sont plus confinés dans les camps. On les encourage de plus en plus et on négocie avec les populations hautes parce qu'ils leur donnent des terres. Nous, on leur donne des semences et ils cultivent. On a au niveau du département de Darton, par exemple, ils ont des champs énormes et quand ils font des récoltes, c'est eux-mêmes qui constituent un capital sémencier. Vous donnez des semences améliorées la première année. Quand ils font des récoltes, vous récupérez une partie et il y a une prise en charge graduelle qui est en train de se mettre en place. C'est vrai que c'est moins visible, mais depuis au moins 4 ou 5 ans, c'est le travail que le SECADEV est en train de faire. Et cette année, par exemple, dans le budget du HCR, une bonne partie était consacrée aux moyens d'existence. Donc ça dénote déjà de la volonté du HCR de dire aux réfugiés, non, vous n'allez pas être assistés au niveau, mais essayez de mener des activités pour vous permettre vraiment de vous prendre en charge. Ça, les témoignages sont déjà. Monsieur de la SECADEF, qu'est-ce que vous avez prévu pour les réfugiés urbains? Parce que là, vous parlez de réfugiés des camps. Et vous parlez souvent, et quand je parle sous votre contrôle, vous voyez que je m'abuse, vous pouvez m'arrêter. Vous parlez beaucoup plus, vous focalisez beaucoup plus sur les cultivateurs et les éleveurs. Alors que nous, ici en N'Djamena, et parmi d'autres, dans les camps de réfugiés vers le sud, à Dossé, à Doyaba et autres, il y a des gens qui ne sont pas des cultivateurs. Il y a des gens qui ont vraiment des potentiels, ils peuvent servir des atouts pour le pays d'accueil. Il y a des fonctionnaires, il y a des hauts diplômés, il y a des médecins dans nos rangs qui pourront développer le Tchad économiquement. Donc, en fait, on voit bien là le souci des réfugiés qui résident dans la métropole, on va le dire ainsi. Ça fait un défi de plus pour le HCR et ses partenaires. Oui, tout à fait. Peut-être il voulait compléter la collègue de la CNAR. Oui, allez-y. Monsieur Dafane met beaucoup plus de fait grand plaidoyer pour les réfugiés urbains. Je suis la SG du comité central urbain. Donc, je voudrais faire remarquer quelque chose. Il y a deux catégories de réfugiés. Il y a les réfugiés qui sont dans les camps et des réfugiés urbains. Bon. Les nantis. Hein? Les nantis. Bon, je n'utilise pas ça. Mais il y a des réfugiés qui sont dans les camps et les réfugiés urbains. Dès le départ, il a été signifié à tous les réfugiés, tous demandeurs d'asile qui arrivent, que s'ils optent pour rester en ville, c'est-à-dire réfugiés urbains, qu'ils sachent qu'ils ne bénéficieront que de la protection juridique. Mais quant à l'assistance, à 100%, ils ne l'auront pas. Ça a été signifié.
dès le départ. Je pense que vous m'avez mal compris. Non, non, non. On n'a pas besoin d'assistance, mais le fait de ne pas être en camp, ça ne donne pas le droit de travailler. Nous, c'est ça notre souci. Au niveau de la Sénat, si vous pouvez sensibiliser les patronats et le public tchadien pour pouvoir... Vous voulez des opportunités de travail, d'insertion dans le monde professionnel. Par exemple, moi, je veux monter une entreprise ici, au niveau de l'acte notarial. On me demande carte de séjour. Je donne ma carte de la Sénat, qui n'est pas valable au niveau du notaire. Ça pose problème pour les réfugiés. Bon, sur ce point, je voudrais préciser une chose. Le réfugié a les mêmes droits et les mêmes obligations que le national, sauf pour certaines catégories des choses qui sont réservées aux nationaux. Par exemple, le réfugié ne peut pas être intégré à la fonction publique, mais il peut exercer les professions libérales. Ça, c'est dans le texte. Il peut exercer les professions libérales. Et s'il remplit les conditions, il peut exercer cela. Et pour exercer les professions libérales, par exemple, ouvrir un cabinet médical ou bien un cabinet dentaire, eh bien, il suffit qu'il en fasse la demande auprès du ministère compétent, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et s'il le fait, nous, au niveau de la Sénat, nous l'appuyons. À chaque fois que, par exemple, il y a une offre d'emploi et que le réfugié se présente pour se faire embaucher et qu'on lui fait savoir que non, il est réfugié, donc il n'a pas le droit d'être embauché. Ils reviennent vers nous à la Sénat. Et nous, à la Sénat, nous écrivons une lettre de recommandation à l'entreprise ou à la maison. Déjà, il y a le ACR qui met souvent dans ces appels d'offres d'emploi. Bon, mais ça, c'est au niveau de ça, ce que je fais, c'est que le gouvernement, ce que le gouvernement fait pour assister les réfugiés, pour trouver de l'emploi. Donc, s'il y a ce problème, nous écrivons à la maison ou à la société pour dire que le réfugié a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le national. Donc, il peut être recruté s'il remplit les conditions, s'il remplit le profil. Donc, nous avons fait ça à plusieurs fois et il y a eu des réfugiés qui ont été recrutés. D'accord. Merci beaucoup. Justement, j'allais dire pour finir qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de communication. Un besoin de communication et de sensibilisation sur ce qui se fait pour les réfugiés. Et peut-être qu'avec cette sensibilisation et cette communication-là, on pourra lever des barrières qui subsistent encore. Je vous remercie, chers invités, d'avoir pris part à ce débat très instructif. Je vous souhaite beaucoup de courage, M. Franck Ahmed, pour la suite. Merci beaucoup, M. Francesco, chargé des relations extérieures au HCR Tchad. Merci à M. le directeur de... C'est la CECADEV ou le CECADEV? Le CECADEV, c'est le Secours et Développement. Voilà, merci M. le directeur du CECADEV. Merci beaucoup au secrétaire permanent par intérim de la SNAR également. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour l'attention et la fidélité au débat d'ITV. Prenez soin de vous et à très bientôt.